Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fringale, très content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et oui, aujourd'hui c'est déjà le dernier épisode de nos séries preview, de cette belle série qu'on avait lancée dès le 1er janvier, de preview, d'analyse des équipes qui ont eu un énorme mercato. Et aujourd'hui, voilà, dernier numéro, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, avec une équipe et non des moindres, puisque c'est une des équipes qui a eu un mercato très important dont on va parler, c'est les Ineos Grenadiers. Et pour en parler avec moi, une équipe de choc qui est réunie ce soir avec quelqu'un qui est désormais à temps partiel chez Radio Fringale, puisqu'il a trouvé également un autre job donc de porte-parole de l'équipe Cara Rural. C'est Matt qui est avec nous ce soir. Comment ça va, Matt ? Salut Titien, salut à toutes et tous. Effectivement, mes nouvelles fonctions me prennent beaucoup de temps. Je dois aller scout pour cette future grande équipe qui va bientôt gagner le Tour de France. Mais très heureux de participer à cette dernière preview, un mois de janvier qui aura été bien rempli. Tout à fait. Et toi, tu es heureux, contrairement à l'homme dont on va parler, le mécano officiel de l'équipe des Rockets, c'est Loïc. Comment ça va, Loïc ? C'est honteux. On a été vendus là, c'est pas possible. Je parle avec des vendus. Je déteste cette situation. Non, je rigole, tout va bien. Et malgré le fait que certains aient pris des billets d'autres équipes, la cohésion est toujours présente chez Radio Fringale. Très bien. Et puis pour compléter l'équipe, celui qui enfin, après tous ses efforts, a réussi à faire en sorte que Romain Bardet retrouve une équipe, c'est Poppy. Comment ça va, Poppy ? Salut à tous. Et bah écoute, ça va très bien. Très heureux de conclure cette émission, cette chronique même Mercato, avec aujourd'hui une équipe super intéressante. Ça fait bizarre de le dire pour cette équipe-là, mais c'est clair. vraiment une équipe très intéressante cette année. Et donc très content de pouvoir finir ça. Et j'espère qu'on n'aura pas un jour une saison à 45 équipes. Sinon, on va devoir commencer les previews début du mois de mai, quoi. C'est clair. Non, franchement, c'était super. On va essayer de se faire un super dernier épisode parce que c'est pas une équipe où il y a peu de choses à dire. C'est sûr. Juste avant qu'on commence, les gars, on le rappelle, Radio Fringale, nous sommes un podcast de vélo, un vrai média et de plus en plus, si vous nous suivez également sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais Radio Fringale, nous sommes aussi une association à laquelle vous pouvez adhérer. Voilà, on a lancé les adhésions il y a un petit peu plus d'une semaine maintenant, avec 2 packs pour adhérer à l'association, un pack à 5 € où vous adhérez tout simplement à l'association, vous pouvez participer à l'assemblée générale, voilà, participer aux décisions. Et puis un pack qu'on vous conseille tous à 30 €, un pack avec lequel vous, en plus de l'adhésion, vous avez une magnifique paire de chaussettes made in France, donc des chaussettes de vélo de la marque Pente Douce, voilà, que Matt a essayé. Je l'ai vu faire une story l'autre jour un samedi matin à 7h30 du matin, donc très courageux Matt, et je crois qu'avec ses chaussettes, t'as fait un temps canon pendant ta sortie. Oui, je me suis transformé en Tadej Pogacar peroxydé, envoyé du 7 watts au kilo, dans les 10%. Très bien, donc voilà, n'hésitez pas, tout ça, ça se passe en description de la vidéo, vous allez sur Hello Asso, vous choisissez un des 2 packs et ça permet de vous soutenir et on vous en remercie. Revenons-en à nos grenadiers, à nos coureurs en tenue, on va dire, qui fait débat, voilà, mais on va pas faire la brigade du style aujourd'hui, à nos coureurs orange et blanc de la Ineos Grenadiers. Excusez-moi, j'ai vomi. Bon bah très bien, voilà, on a dit que ça fait débat, on va pas reprendre le débat. Dites-nous en commentaire, vous aimez pas, voilà. Au moins, ça fait parler. Les gars, avant de parler de ce nouveau maillot, parce que l'équipe a une année 2025 assez remplie, on va faire un petit, alors rapidement, on va faire un retour sur l'année 2025 et la traditionnelle note que vous allez mettre à cette équipe. Et pour commencer, bah Matt, je vais te laisser mettre ta note de l'équipe Ineos 2025. Je vais rester cohérent avec ce que j'avais dit. J'avais mis 8 pour Decathlon. Donc là, moi, je vais augmenter pour Ineos. Je vais donner un bon gros 8,5 bien mérité. Tu peux expliquer ton choix. Ouais, bah déjà, c'est une saison où ils se sont clairement réinventés. Il y a énormément de victoires. Au total, il y en a 28, dont un bon paquet en World Tour. Il y a presque la moitié des victoires qui sont en World Tour. Il y a une radia de victoires sur les grands tours. Il y en a 2 sur le Tour de France, 3 sur le Tour d'Espagne, 1 sur le Tour d'Italie. Il y a des performances sur quasi toutes les courses de haut niveau. Que ce soit déjà à commencer par les courses d'étape, les courses par étape d'une semaine où en fait ce qui était super intéressant c'est que c'était quasiment jamais le même coureur qui performait. On a vu du Langelotti, du Thymen Arensman, du Egan Bernal en mode revival.
Pipo Gana qui a fait vraiment un gros début de saison, qui a participé à ce trio et cette lutte absolument magnifique sur Milan-San Remo. Vraiment, ça a été une équipe qui était tout le temps là, hyper active, avec une super manière de courir. Pour une fois, en fait, on a vu aussi certains jeunes se développer. Joshua Tarling est revenu et est en train vraiment de devenir ce qu'on attend de lui au niveau chrono. Enfin, sur le Giro, c'était absolument impressionnant, hein, la perf qu'il lâche sur la deuxième étape. On a le petit Sam Watson qu'on avait tous enterré qui est revenu quand même à un certain niveau. Et non, c'était super intéressant à suivre. Je mets pas plus que 8,5 parce que je m'att- ça reste Ineos. Il y a quand même un standing. Alors c'est cool qu'il se soit réinventé, mais il y a des très bonnes perfs. En fait, c'est très gros, ce victoire d'étape hyper impressionnante, mais il n'y a pas de, bah, au final, il n'y a pas de victoire de classement général vraiment majeur sur le calendrier, hormis les 4 jours de Dunkerque. Ça fait un peu faiblard. Donc je reste à 8,5, mais énorme saison pour cette équipe. Merci Matt. Loïc, est-ce que tu es dans la même veine? Bah ouais, je pense que Matt, il a dit beaucoup de choses qu'il y avait à dire sur cette équipe. On passe quand même d'une. Enfin, on a beaucoup parlé de renouveau. Enfin, Matt a beaucoup parlé de renouveau. Je suis complètement d'accord là-dessus. C'est-à-dire que déjà, on passe de 14 à 28 victoires. On double le nombre de victoires par rapport à l'année d'avant. Mais ce qui m'a le plus enfin, ce que j'ai le plus apprécié chez Ineos cette année-là, c'est que, bah, en fait, ils ont complètement réinventé leur façon de courir. Enfin. Ineos, ils ont toujours eu ce truc de l'héritage Sky où en fait ils donnaient tout pour le classement général et en fait au niveau des victoires ces dernières années ça n'a pas forcément suivi et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup insisté sur les classements généraux notamment avec Pitcock et en fait bizarrement avec son départ même si c'était un coureur en fait qui aurait bien passé avec la nouvelle mentalité Ineos bah, ils se sont un peu ils sont totalement réinventés, ils ont commencé à gagner dès le début d'année. Je me souviens justement sur la Classica Jaén. Bon, au niveau des prononciations, je suis pas ouf non plus. Ils ont tout de suite changé leur façon de courir et en fait on avait l'impression de voir une nouvelle équipe Ineos qui allait chercher des victoires au niveau de la qualité des victoires. Il gagne quand même 2 fois sur le Tour de France. Timon Arensman, il fait un énorme Tour de France. La Vuelta, ça a été un très beau show aussi. On a vu des coureurs comme Bernal, qui ont fait un peu des retours en force. Pas forcément au niveau des classements généraux, il est quand même extrêmement bien payé et je pense qu'il gagne pas autant qu'ils le voudraient, mais ils font avec ce qu'ils ont et c'est une équipe qui se classe très bien dans le milieu de tableau du World Tour. C'est pas, je pense qu'ils ont les moyens, malheureusement, enfin, ils auraient les moyens en fait d'être beaucoup plus haut, mais actuellement avec les coureurs qu'ils ont, ils ont très bien performé. Euh, bon, il y a Carlos Rodriguez, il a pas fait grand chose cette année, malheureusement. Sinon, bah. Pipo Gana, il a été très bon. Il est tombé sur le Tour de France dès le début, donc il a eu du mal à. Il a quand même relancé sa saison sur la Vuelta. Il avait fait un très bon début de saison. Il y a beaucoup de coureurs qui ont gagné très différents, donc pour moi ça a été une saison très positive. Je mettrais 8 environ comme note. Très bien. Et bah toi aussi, Poppy, est-ce que c'est une équipe qui est parmi les équipes les plus excitantes maintenant pour toi du World Tour? Ouais, bah clairement, là, la saison 2025 que propose Ineos, c'est de très bon augure pour l'avenir. Faut se dire aussi qu'ils sortent de 2024, une saison un peu noire pour eux, et ils doublent leur nombre de victoires. Et comme a dit Matt, c'est que Ineos s'est réinventé et très intéressant dans l'équipe, c'est qu'avant, vraiment, quand tu regardes le bilan 2024, les gros résultats, enfin, les meilleurs résultats, c'est sur des classements généraux, alors que là, il y a beaucoup plus de variété, je trouve. Ineos arrive de plus en plus à se mettre en avant sur des courses à format sur lesquelles on les retrouvait pas forcément d'habitude. Et c'est très intéressant. Ils ont une armada qui est vraiment capable de jouer sur plusieurs tableaux, là où avant, tu avais vraiment une équipe pour jouer les classements généraux. Et je trouve qu'ils se réinventent très bien. C'est une équipe qui a voilà, maintenant, qui s'est, on va dire, adapté au cyclisme actuel, qui ont des équipes
un peu plus passe-partout parfois, sauf si tu as vraiment des méga stars que tu veux bien encadrer. Mais voilà, Ineos, bah, je trouve qu'ils font un très bon boulot avec l'équipe qu'ils ont. Ils ont des très beaux noms, mais qui sont pas forcément les meilleurs du peloton non plus. Et voilà, ils font quand même un super job avec. Tu retrouves des mecs comme Ghana qui sont là sur Milan-San Remo, ça carbure. Maintenant aussi, bah, Kwiatkowski fait parler l'expérience en course. Josh Starling, on en parlait sur les chronos, mais voilà, c'est clairement un top coureur. Donc, franchement, l'équipe, elle est super intéressante. Et au vu de la saison 2025 qui est déjà qui était super bien réussi, je trouve, pour Ineos. Franchement, ils sont tout le temps bien placés. Ils sont à l'avant des courses. Ils sont même animateurs des courses. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas forcément avec eux. Et c'est super chouette à l'image de Thymen Arensman sur le Tour de France, par exemple. Mais voilà, ils osent, ils essayent des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, ils prennent conscience que bah, en fait voilà ils sont plus forcément une alors ça reste une force du peloton mais ils sont plus forcément à l'avant du peloton maintenant et voilà maintenant ils se battent ils luttent pour aller chercher des bons résultats et puis ça paye quoi tout simplement donc avec la saison 2025 qu'ils font moi je leur ai mis la note de 8 aussi parce que voilà je trouve que c'est vraiment une super saison et en fait vers l'avenir c'est c'est très intéressant et je pense qu'en 2026 ça peut vraiment suivre une super courbe et continuer dans cette voie là. Merci. Et bah pour compléter, je pensais jamais dire ça dans les années 2010. Ils m'ont gâché le cyclisme de ces années, mais je pense que c'est devenu mon équipe préférée, en tout cas dans le World Tour. Effectivement, c'est une équipe hyper sexy maintenant, hyper excitante. Moi, je leur mets 8 sur 10. Vous avez à peu près tout dit, hein, de la prise d'initiative, les victoires de Thymen Arensman quand même, enfin c'est assez exceptionnel. Bernal qui revient, qui gagne une étape de la Vuelta. On se souvient de Magnus Sheffield qui remporte qui attaque loin de l'arrivée, qui va chercher la dernière étape de Paris-Nice. Donc enfin voilà, même Carlos Rodriguez qui rate complètement sa saison et c'est pour ça que je vais pas mettre plus que 8 sur le Tour de France. Ça passe un peu inaperçu, mais à partir du moment où il est largué, tous les jours il est dans les échappées. Donc franchement, c'est une équipe ultra offensive qui fait plaisir aux antipodes de ce que c'était vraiment l'horrible Sky des années 2010-2015 là. Vraiment, c'était horrible. Donc franchement, c'est génial. Après, je peux pas mettre plus que 8 parce que Rodriguez rate sa saison et parce que quand tu finis, je crois qu'ils ont fini 8e au classement mondial. Donc 8e, c'est quand même c'est Ineos quoi. Donc c'est quand même pas fou. Il y a eu beaucoup de victoires, mais c'est vrai qu'il manquait un résultat sur un classement général de grand tour pour que la saison soit vraiment aboutie. Il a manqué un Carlos Rodriguez en grande forme, également qui évite la malchance, mais sinon sur l'attitude en course vraiment. Mais j'adore Ineos. Enfin, ça tombe des trucs sur Paris-Nice. Je me souviens de Tobias Foss qui attaquait tous les jours. C'était fou. Donc voilà, franchement une magnifique saison 2025. Passons à la deuxième partie, parce que si la saison 2025 a été belle, alors je pense que la 2026, elle risque d'être encore plus belle. Les départs, je pense c'est un sans faute. On envoie tous les vieux à la retraite, hein, j'ai envie de te dire. Jonathan Castroviejo, retraite. Omar Fraile, retraite. Salvatore Puccio, retraite. Geraint Thomas, qui a peut-être fait l'année de trop, retraite. Caleb Ewan, qui a fait 3 mois dans l'équipe, retraite. Et Michael Leonard, qui était un jeune, mais qui a jamais vraiment performé. Donc finalement, on perd. Franchement, je pense qu'on va tous être d'accord, on ne perd personne. Et derrière, regardez ce mercato. Dorian Godon, Jack Egg, Kevin Vauquelin, Sam Welsford, Oscar Onley. Et enfin, alors Matt, tu le prononceras sûrement mieux que moi, Eric Svedstad Barksteng. Je ne sais pas exactement si j'ai bien prononcé, mais je pense qu'on est pas trop mal. Mercato assez... Enfin, pour moi, on est au moins sur du 9,5 sur 10 sur ce mercato. C'est incroyable. Alors, ça aurait été pas aussi bien si la venue d'Oscar Onley assez récente n'était pas arrivée, mais avec cette venue d'Oscar Onley, c'est assez incroyable. On fait, pour moi, que se renforcer sur tous les pôles. On a le 4e du dernier Tour de France à seulement 22 ans. Kevin Vauquelin qui fait 2e de la Flèche, qui sort une année folle. Un espoir comme Svedstad. Dorian Godon qui est un tueur quand il est en forme et qui sait gagner des courses. Et puis pour entourer ça, un coureur comme Jack Egg, Sam Welsford qui va toujours aller gagner 3-4 courses un peu de seconde zone. Donc je vais te laisser Matt, mais est-ce que toi aussi pour toi c'est un mercato XXL qui a réussi Ineos? C'est peut-être l'un des meilleurs mercatos qui a Ouais, je été pense. réalisé cet hiver, honnêtement. Je mettrais pas un 10 sur 10, tout simplement parce que moi, à l'instant T, je trouve encore que le- l'achat de Oscar Onley est un peu onéreux à mes yeux. Après, on verra. Peut-être que l'avenir
me fera mentir et confirmera qu'il valait largement ces 6 millions. Mais sinon, oui, déjà, au niveau des départs, on tourne une énorme page. C'est quasiment. Castroviero, Fraile, Puccio et Geraint Thomas, c'était des reliques de la Sky, clairement. Et voilà, il était temps de tirer un trait. Michael Leonard, ça n'a pas marché. Caleb Ewan, ça n'a pas marché, mais bon, il a quand même rapporté 2 victoires, donc merci à lui. Et puis oui, le recrutement est très très bien senti. Déjà, voilà, on va chercher peut-être 2 des meilleurs coureurs qui faisaient partie de la Arkea, Kevin Vauclin, bien évidemment, qui est en train de qui a déjà passé un cap, on l'a vu, il nous a offert un Tour de France génial où vraiment il nous a fait rêver. Le Tour de Suisse absolument incroyable, il a été présent quasi vraiment toute l'année, il passe un cap et c'est peut-être le futur des courses par étapes d'une semaine où Ineos effectivement a besoin de. Il y a beaucoup de coureurs qui grimpent bien, mais dans les coureurs qui grimpent bien, il y en a peu qui savent très bien rouler et Kevin Vauclin va justement apporter ce complément-là. Dorian Godon, pardon, comme tu l'as dit, c'est un gagneur. Clairement, c'est un gars, s'il est en forme avec un Axel Laurence qui progresse tous les deux, c'est minimum 10 victoires par saison. C'est vendu. Jack Egg, bah, on le présente plus, hein, mais c'est quand même un gars qui a fait, alors ça commence à remonter maintenant à quelques années, mais c'est un ancien podium de Grand Tour qui a l'expérience justement de ces grandes épreuves-là, qui va pouvoir entourer tous ces petits jeunes. Oscar Only, pareil, j'en ai déjà parlé. Samuel Ford, bah, on l'a vu déjà sur ce début de saison, ça marche plutôt bien parce que voilà, l'Australie c'est son territoire, mais je trouve ça très intéressant que l'équipe a vu que même si c'est sur un court échantillon avec Caleb Ewan, bah, le pole sprint, il y a quand même Ben Turner et Sam Watson et ça peut peut-être marcher, il peut quand même y avoir des victoires avec des sprinters qui passent plutôt bien les bosses. Et puis bah moi le petit recrutement en prime de Embrett Svestad Bartseng, il est super parce que, alors, même si de manière chiffrée, il n'y a pas encore d'énormes résultats, c'est un pur grimpeur qui va être un roule toujours, un pur lieutenant de montagne, qui connaît très bien déjà Kevin Vauclin et qui est tout jeune. Il a seulement 23 ans, donc il y a une énorme marge de progression pour ce coureur-là, qui d'ailleurs sort lui aussi d'un bon résultat là au Down Under. Donc ouais, sur chaque pôle, l'équipe s'est renforcée et surtout sur les pôles où effectivement ça faisait des gros résultats, mais sans vraiment gagner, bah là c'est hyper bien pensé. C'est ouais, je vais le dire vraiment de manière non objective et c'est mon avis, mais c'est le mercato le mieux pensé, le mieux réussi pour une équipe qui aspire à retrouver bah, le top 5 mondial. Merci Matt. Loïc, est-ce que toi aussi t'es hypé par ce mercato? Oui, je pense qu'il est très bon. Après, est-ce que c'est le meilleur mercato de toutes les équipes? Je n'irai pas jusqu'à là. Moi, je trouve qu'il y a un très bon mercato. Dorian Godon, Kevin Vauclin. Je pense qu'ils ont été signés au début de saison, avant que, par exemple, que Kevin Vauclin fasse tous ses résultats, notamment sur le Tour. Je pense qu'il a été signé à un bon prix. Je pense qu'il a beaucoup d'avenir. C'est quelqu'un qui va pouvoir s'épanouir dans une structure qui sera un peu plus structurée que chez Arkea, avec un peu plus de moyens. Ce sera très intéressant de le voir évoluer en grand tour, mais aussi sur les courses d'une semaine. Je pense que c'est la chance française pour aller gagner cette fameuse course d'une semaine. Dorian Godon, c'est quelqu'un qui... Je pense qu'il est très bon, mais c'est pas un pur sprinter. C'est quelqu'un qui peut aller gagner des sprints sur des petits groupes, sur des courses, on va dire World Tour, comme on l'a vu sur l'année dernière. C'est le champion de France, c'est très bien. Après, Oscar Only, en fait, c'est un peu le gros morceau de ce mercato. Je pense qu'en fait, Ineos avait besoin de signer ce coureur de grand tour, ce coureur de classement général, parce que sinon, à part lui, en fait, Oscar Rodriguez, on montre un peu ses limites. Il met un peu de temps à être mis en marche. J'ai un peu peur qu'en fait, ce soit une signature un peu trop. Enfin, ils ont eu envie trop vite de l'avoir. Alors que bon, il fait une 4e place sur le Tour de France, c'est exceptionnel, c'est très très bien, mais j'ai peur qu'il le paye très très cher parce qu'il est britannique. Je pense que
il n'a pas forcément le profil pour aller gagner un grand tour, Oscar Only. Moi, j'ai vraiment j'ai l'impression que c'est un peu un panic buy. Je sais pas vraiment comment dire ça, mais en fait, il achète à la va-vite, trop. En fait, c'est à la mode, il faut vraiment en acheter un. J'ai l'impression que je sais pas, cette vision si positive de cette signature, honnêtement. Après, je demande qu'à voir, et je pense que c'est un coureur qui a beaucoup de potentiel, qui est très fort. Sam Whitesworth, c'est quelqu'un qui gagne en Australie, mais après, sur le reste des courses pendant la saison, c'est pas un sprinter qui compte. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui gagne deux, trois courses par an, et c'est toujours au début de l'année quand il est au Down Under. Jack Haig, c'est un bon coureur, j'aime beaucoup. Au niveau des sorties, oui, ils ont fait le tri, ils ont pu voir d'autres coureurs partir qui sont pas mal. Et Bartsteng, je me souviens de lui l'année dernière sur le Tour de Man où il avait été très très bon sur la dernière étape, où il était arrivé juste après David Gaudu. Moi, il m'avait marqué. Je trouve que c'était, je me suis dit, je le vois sortir de nulle part. Il est très bon. Je me demandais d'ailleurs ce qu'il faisait chez Arkea, et c'est une très bonne signature pour eux. Je pense que c'est un coureur au devenir qui peut être un très très bon lieutenant en montagne pour leurs ambitions sur les grands tours. Après, moi, je suis pas aussi positif que vous sur ce mercato. J'ai un peu plus de. Il y a certaines choses qui me chafouignent un peu. Après, au niveau des qualités, etc., Kevin Vauquelin, Dorian Godon, c'est exceptionnel, c'est très très bon. J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi une volonté, en fait, avec le sponsor Total Energy qui arrive, qui est français, de franciser un peu l'équipe. Il y avait la question de la nationalité de l'équipe qui s'est posée un moment la saison dernière. Vu du désengagement qu'il y avait eu de la part d'Ineos dans la structure, je pense que c'est une bonne chose qu'ils viennent aussi chercher ce co-sponsor. C'est une équipe qui compte beaucoup et qui a une structure et qui a une façon innovante de voir les choses. Je pense qu'ils ont une équipe, un staff technique qui est très bon. Ils ont pu le montrer pendant les années 2010 au grand désespoir de Titien. Mais je n'irai pas jusqu'à là dire que c'est le meilleur mercato. Je pense qu'il y a beaucoup de limites, et Oscar Only, pour moi, c'est encore un gros point d'interrogation sur le futur de ce qu'il peut faire en grand tour. Ok. Poppy, tu te places comment? Moi, je suis assez satisfait du mercato, hein, je le trouve vraiment très très bon. Il y en a peut-être quelques-uns que je préfère, mais en fait, je rebondis sur ce que dit Loïc par rapport à Oscar Only. Oscar Only, certes, il a fait quatrième du tour, etc. Il est en pleine progression et tout. Mais je pense que dans une équipe comme Ineos, justement, qui se réinvente très très bien, je pense il y aura pas de souci. Et Ineos, pour moi, ne va pas faire l'erreur de tout de suite le mettre. Alors, il va certainement être leader sur les grands tours, on en reparlera. Mais pour moi, Ineos va pas faire l'erreur de se dire on veut tout de suite un résultat avec Oscar Only. Je pense que Ineos est une équipe assez intelligente pour aujourd'hui être capable de se dire voilà, dans l'équipe, on a un très bon coureur qui a la possibilité d'aller se battre sur les grands tours pour aller chercher des gros résultats. L'idée va être de le mettre en confiance, de faire les bonnes préparations, de bien l'entourer, de lui donner petit à petit les clés, de le mettre aux côtés de coureurs expérimentés, notamment des gars comme Jack Haig par exemple, ou qui ont déjà d'expérience un peu plus fournie en grand tour, ou même Megan Bernal. Euh, mais voilà, je pense que le cas Oscar Only, pour moi, je pense qu'il sera assez bien géré par Ineos. Et d'ailleurs, le recrutement, il est super intéressant. Enfin, tu récupères dans l'équipe Jack Haig et puis Dorian Godon. Jack Haig qui se perdait un peu, je trouve, à la Bahreïn. Enfin, en tout cas, je n'aimais pas trop le voir à la Bahreïn. Je serais beaucoup plus hypé par lui chez Ineos. Dorian Godon, c'est un coureur là, comme a dit Matt, qui peut aller chercher des victoires cette saison. Oui, c'est pas un pur sprinter, mais c'est un coureur assez polyvalent, assez hybride, et qui est un profil très intéressant pour une équipe comme Ineos actuellement. Le recrutement de Kevin Vauquelin, voilà, il est excellent, hein. Il y a rien à redire sur Kevin Vauquelin. La hype, elle est folle. Et le coureur a montré ses capacités en montagne, mais aussi sur des courses comme la Flèche Wallonne. Donc, ça va être aussi un cas très intéressant. Samuel Sword, oui, il gagne certes pas beaucoup de courses, mais il te ramène quand même quelques victoires. Donc, mine de rien, le recrutement, il est assez sympa. Surtout que chez Ineos, bon, en termes de sprint, t'es rapidement limité, quoi. L'année dernière, tu te battais avec Caleb Ewan. Bon, voilà, on n'en parlera pas plus. Et puis derrière, la pépite norvégienne, pour éviter de dire son nom, qui est aussi extrêmement intéressante, avec notamment l'association avec Oscar Only, c'est vraiment super, super génial. Et là où ils sont très très forts, Ineos, c'est que voilà, vous l'avez dit, hein, dans les départs,
que des. J'aime bien l'expression que tu as utilisée, Matt, mais c'est que des reliques, quoi. C'est que des gars qui, en fait, devaient partir. C'est des mecs qui devaient partir. Omar Fraile, Garen Thomas, il en avait 70. Enfin, tu vois, t'as des départs qui sont pas des départs pénalisants pour ton équipe. Et au contraire, qui permettent aussi de tourner la page sur le passé et d'aller vers l'avenir. Et ouais, le recrutement d'Ineos, moi, je le trouve vraiment excellent. Ouais, en tout cas, il est très complet, hein. Tu te rajoutes quand même un leader de grand tour. T'en avais quelques-uns. T'en as un qui monte un peu pas mal, enfin, quatrième du tour quand même, hein. T'as un pur puncher qui arrive. Enfin, en tout cas, un excellent puncher avec Kevin Vauquelin. T'as des scoreurs avec Godon, par exemple. Enfin, non, pour moi, quand même, je pense que, enfin, ils marchent, ils prennent un palier assez supplémentaire avec ce recrutement. Alors effectivement, Oscar Only, enfin, moi, de mon avis, Oscar Only, quatrième du tour à 22 ans, c'est juste exceptionnel, hein. Enfin, et c'est peut-être au niveau de ce qu'a pu faire un Del Toro sur le Giro, parce que devant, c'était finalement juste Pogacar, Vingegaard qui sont intouchables. Oscar Only, il finit à 1 minute 10 au classement général de la troisième place de Lipovitz, sachant que sur le premier chrono, Oscar Only, il perd plus d'1 minute sur Lipovitz. Donc, grosso modo, cumulé de la montagne de tout le Tour de France, Only et Lipovitz, ils sont dans le même temps. Donc, on dit depuis longtemps que Florian Lipovitz, ça peut être quelque chose d'énorme sur les grands tours. Je vois pas pourquoi Oscar Only, ce le serait pas, hein. Donc, non, pour moi, c'est un coup exceptionnel. Oscar Only, qui est également très très bon puncher. Ouais. Alors après, les sommes qui ont été annoncées paraissent complètement délirantes, hein. On annonce un transfert encore plus cher que celui de Remco Evenepoel. Bon, après, j'ai envie de dire que ça, c'est un souci d'argent pour l'équipe Ineos. Mais d'avoir Oscar Only qui fait un Tour de France à ce niveau-là, bah voilà, enfin, il va revenir et maintenant, il faut viser le podium ou alors aller viser quelque chose sur un autre grand tour. Mais c'est quand même un apport énorme. Donc, ouais. Euh, Peut-être on va regarder un petit peu justement, parce qu'il y a beaucoup de coureurs de grand tour maintenant dans cette équipe, on va peut-être se pencher d'abord là-dessus. Alors évidemment, il ne nous facilite pas la tâche Ineos, parce que c'est la seule équipe qui a annoncé rien du tout du programme de ses leaders. Alors je suis allé chercher à droite à gauche, peut-être si vous avez des infos différentes, n'hésitez pas à le dire les gars, mais moi si je recoupe un petit peu les programmes, j'ai l'impression qu'on ira sur le Tour de enfin sur le Giro avec une triplette Bernal, Rodriguez et Thymen Arensman. Thymen Arensman qui doublerait plutôt en chasseur d'étape lieutenant avec le Tour de France derrière Oscar Only et Kevin Vauquelin. Et puis une doublette Rodriguez Bernal sur la Vuelta. Alors peut-être que vous avez d'autres bruits, mais moi je suis allé chercher un petit peu des interviews à droite et gauche. Peut-être qu'on se dirigerait vers ça. Si on se dirige sur un programme comme ça pour les grands tours, Matt, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ce serait une bonne répartition selon toi? Ouais, ce serait une très bonne répartition. Juste avant de répondre, je me permets juste de rajouter quelque chose sur le point d'avant, sur ce qu'a dit Loïc sur Oscar Only. Il va pas être tout seul, puisque on a dit Geraint Thomas était parti, mais Geraint Thomas c'est dans la structure Ineos et va s'occuper personnellement d'Oscar Only et du développement des coureurs en classement général. Donc je pense qu'il y a, voilà, d'apprendre d'un ancien vainqueur de Grand Tour, ça peut J'espère être qu'il pas le mal rendra justement pas pour... aussi insipide que lui sur les étapes de montagne, Non, hein. ah, j'espère pas. J'espère Sinon, pas. on va Mais non, en tout cas, s'endormir, hein. ouais, la répartition, c'est ce que j'avais lu aussi pour avoir fait des recherches et je l'aime plutôt bien. J'aime bien cette répartition au vu des parcours. L'association déjà Only Vauquelin Rensman sur le Tour de France, c'est celle que j'attendais. Parce que je pense, en fait, au départ, moi, au novembre, je me disais vraiment que Bernal, ça y est, on allait lui redonner les clés du camion, mais bon, là, Only est venu et ça va être lui vraiment le porte-étendard de l'équipe. Donc, ouais, je pense aussi ça peut être très bien que Carlos Rodriguez fasse Giro et Vuelta. Comme ça, il va pas prendre vraiment la lumière sur le Tour de France et il va pouvoir se relancer après tous ses pépins physiques quand même, hein, parce que 2 fractures de la clavicule en une saison, c'est terrible. Donc ouais, ça peut être pas mal pour ce coureur-là qui en manque de confiance. Egan Bernal, je pense que ça peut être pas mal aussi de doubler comme ça. On l'a parce que il y a quelque chose où il doit repasser un cap. Où l'année dernière, il fait un bon Giro où il est vraiment à la lutte pour le top 5 quasiment jusqu'au bout avant qu'il y ait une explosion complète sur les 2 grosses dernières étapes de montagne. Et puis Arensman, je suis un peu perplexe sur son cas. Alors, je suis content qu'il aille en chasseur d'étape sur le Tour de France. Maintenant, pour moi, Arensman, à 26 ans, c'est un grimpeur de classe mondiale. C'est bien d'avoir accumulé
tous ces coureurs de grand tour de classement général. Maintenant, oui, on a Oscar Only qui se dégage vraiment en tant que numéro 1 pour le Tour de France. Maintenant, sur le Giro et la Vuelta, sur le papier, les triplettes sont super intéressantes. Est-ce qu'il y en a vraiment un qui se dégage? Moi, j'aimerais bien que, à la surprise générale, ce soit Thymen Arensman qui soit le leader sur le Giro, parce que je pense que sur le papier, il a largement les capacités pour. Après, voilà, le secteur est bouché. Ils ont accumulé du monde avec de la très très grosse qualité. Va falloir faire des choix et ça m'interroge un petit peu sur le cas, ouais, Thymen Arensman, parce que si je me base vraiment sur moi, ce que je pense, c'est sur le Giro, ça va être Bernal leader, sur le Tour Only et sur la Vuelta, Carlos Rodriguez. Bon, sachant qu'Arensman avait quitté il y a quelques années la DSM parce qu'il était bouché pour Ineos. Est-ce qu'il a vraiment envie, avec ses qualités, de faire toute sa carrière en tant que chasseur d'étapes et jouer 1-2 fois dans la saison sa carte sur les courses par étapes d'une semaine? Ça m'intrigue et ça m'interroge un petit peu. Ouais, Loïc, la question, c'est ça, c'est est-ce que finalement, avec tous ces leaders, est-ce qu'il y a assez à manger pour tout le monde chez Ineos? Alors, je voudrais qu'on mette Kevin Vauclair de côté, parce que je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais si on prend, voilà, c'est Arensman, Rodriguez, Only, et puis Bernal, comment on peut faire en sorte que tous puissent avoir des objectifs, parce qu'ils vont tous vouloir quand même, à un moment dans l'année, viser le classement général d'un grand tour? Non, j'allais justement te poser la question, c'est où est-ce qu'il allait, mais si on en parle après, on en parlera après. Bah, Vauclair, ouais, on en Euh, parlera, on fera un moment dédié sur lui. Bah, je sais pas, parce que en fait, pour moi, en fait, tous ces coureurs-là, c'est pas, enfin, c'est des coureurs qui ont pas encore, enfin, ils ont confirmé dans le passé en grand tour le cas Bernal, mais bon, Lee, on peut dire qu'il a confirmé quand même sur un grand tour en prenant sa quatrième place, mais c'est assez ouvert, c'est-à-dire qu'ils ont pas, ils peuvent pas vraiment revendiquer un leadership sur le Tour de France, qui est vraiment le truc convoité. Only, moi, honnêtement, je l'aurais bien vu aussi aller découvrir un autre grand tour. J'aurais bien voulu le voir sur une Vuelta ou sur un Giro, où je pense que la concurrence sera un peu moins haute que sur le Tour de France. Après, il fait une quatrième place, il faut qu'il reconfirme, etc. Mais pour un jeune coureur, pour moi, c'est pas la chose à faire, même s'il fait une très bonne performance. On a vu aussi, par exemple, des Gaudu dans le passé faire des très bonnes performances sur le Tour et après disparaître. Donc, je pense que il faut pas, il faut pas mettre la charrette avant les bœufs. Après, Bernal, je le vois pas vraiment en fait continuer chez Ineos après. Je pense qu'il va aller prendre un contrat à la Movistar. Ils aiment bien ce genre de coureur. Il coûte très très cher chez Ineos. Le mettre sur une Vuelta, c'est très logique. C'est un grand tour qui peut affectionner. Au niveau du parcours, ça peut être pas mal. Rodriguez aussi, je pense que c'est une bonne chose de ne pas l'envoyer sur le tour et de le faire découvrir autre chose. Il aura moins de pression. Donc pour moi la répartition elle me paraît plus que logique. Arensman, c'est pour moi il m'avait vraiment je l'avais beaucoup apprécié sur le Giro et avant qu'il explose, et je trouve que c'est le problème, c'est qu'il a souvent des petits pépins physiques, des maladies, etc. Donc si cette année il arrive à éviter tout ça, ça peut être vraiment un super coureur de grand tour qui peut aller chercher des étapes, qui est très très bon, un très bon punch, qui peut faire la différence. Moi Arensman, j'ai hâte de le voir courir, j'ai hâte de le voir courir sans pépin. C'est un coureur qui me plaît beaucoup. À voir sur le classement général, chasseur d'étape, on a vu qu'il était très très bon. Je pense qu'en classement général, il a un très bon potentiel. Donc non, moi la répartition, elle me plaît, je la trouve plutôt logique. Et au vu des continuités de carrière qu'on peut voir sur le long terme, ça me paraît plus que logique aussi. Donc moi, ça me plaît. Poppy, est-ce que selon toi, ces coureurs-là répartis comme ça peut aller chercher un grand résultat en grand tour? Et quand je parle d'un grand résultat, c'est est-ce que Ineos peut finir cette année avec un podium de grand tour? Podium, je pense que ça risque d'être assez compliqué vu comment les autres équipes commencent à se répartir sur les courses. On en a parlé dans les différentes previews. Mais après, c'est très intéressant pour le développement de l'équipe de voir comment on peut se répartir les rôles. Je rejoins Matt, je suis très content. Enfin, j'aime beaucoup l'idée d'avoir la triplette avec Only, Arensman et Vauclin sur le tour. Je pense que ça peut vraiment faire des étincelles. On a des coureurs trois coureurs qui peuvent jouer dans les classements généraux, mais c'est aussi trois coureurs qui, si jamais ils voient qu'ils sont lâchés, peuvent aller chercher des étapes et être très dangereux. Donc clairement, c'est des profils très intéressants par rapport à ça.
relancer un Carlos Rodriguez sur une Vuelta en fin de saison, ça peut être aussi une très bonne idée pour pouvoir à nouveau le mettre dans les bonnes dispositions. Et puis, tu as toujours Egan Bernal qui est là, voilà, par exemple avec un Jack Haig aussi. C'est très intéressant. En tout cas, ils ont voilà, ils ont cinq gars qui sont disponibles pour jouer dans les classements généraux. À eux de voir comment ils peuvent les répartir. Globalement, sur ce qui a été dit, je rejoins à peu près tout. Mais voilà, j'ai pas vraiment. J'ai du mal à m'inquiéter. Je pense qu'Ineos va faire le job. Le recrutement, il a été assuré aussi en sachant les cadres qu'il y avait déjà dans l'équipe. Donc je pense pas que le recrutement il a été fait un peu de manière hasardeuse. Même ce choix d'Oscar Only en dernière minute, bah, je pense qu'il a été réfléchi. Et voilà, ils ont une équipe qui est très intéressante aussi pour ce niveau-là. Et clairement, je pense que Ineos est peut-être capable de placer en fait à chaque fois deux mecs dans le top 10 des grands tours, quoi. Ça ne m'étonnerait pas, par exemple, sur Tour de France, que tu aies un Oscar Only 5e et puis un Kevin Vauclair 9e, par exemple. Que sur la Vuelta, bah, tu Carlos Rodriguez qui soit pareil dans le top 10 avec peut-être pourquoi pas un Egan Bernal qui fait genre 10e tout pile. Et sur le Giro, d'avoir Bernal, je sais pas, 7e et puis Jack Haig 8e. Enfin, tu vois, ça me choquerait carrément pas d'avoir ça. Donc, non, franchement, l'équipe, elle est intéressante pour les grands tours. Mais d'aller chercher un gros résultat, je pense que ça sera un petit peu limite. Mais ça va être une belle année pour pouvoir se placer avec tout ce nouvel effectif et puis pouvoir, pourquoi pas, aller chercher plus grand en 2027 avec notamment peut-être un Oscar Only un peu plus, avec un peu plus de maturité et d'expérience. Ouais, tout à fait. Quand même, il y a un peu de l'ambition. Alors, c'est vrai que les podiums paraissent durs, mais une fois que tu as fait quatrième du tour comme Oscar Only, tu peux pas t'interdire de la troisième place. Et moi, je suis d'accord avec toi, Loïc, hein. Je pense que ça lui ferait beaucoup de bien d'aller se tester sur un autre grand tour, mais vu le prix qu'il a été payé et que c'est le leader britannique de l'équipe Ineos, j'ai peur que là, malheureusement, il soit amené à être mis sur le Tour de France par l'équipe. Après, sur le Giro, moi, je crois vraiment qu'on peut aller chercher un gros résultat avec cette équipe et tout va dépendre de si parce que si Carlos Rodriguez retrouve son niveau de 2023-2024, honnêtement, il a largement les moyens d'aller taper. Pourquoi pas tenter le podium derrière Vingegaard et Almeida sur le Giro, hein. Ça va être assez ouvert pour la troisième place du Giro derrière ses coureurs. Donc c'est bien en tout cas, franchement il a raté son année 2025, ça s'est pas bien passé, que ce soit sur le niveau physique ou sur les chutes. Faut partir un peu de ce Tour de France où il s'enferme depuis des années et aller choper un Giro. Arensman, moi j'y crois pas vraiment, je trouve que c'est un excellent coureur mais qui est trop inégal et il a montré qu'en termes de chasseur d'étape par contre c'était quoi redoutable, hein. Il a quand même, enfin c'est fou ce qu'il a fait en juillet dernier, donc je le verrai plus dans ce rôle-là, moi et Bernal. Je pense que les classements généraux, j'y crois plus, hein. Enfin, et il est très très fort comme coureur. Sur les classiques, il a encore montré sur le Tour de Lombardie. Je crois qu'il fait pas loin du top 5 et qu'il était très bon. Mais franchement, sur les grands tours, s'il fait pas mieux que 10e du Giro cette année, moi j'ai quand même du mal à y croire. Donc ouais. Alors justement, il y a Kevin Vauclin qui vient s'insérer là-dedans. Kevin Vauclin, si on regarde son programme de course, donc il va reprendre très très vite là autour de l'Algarve dans moins de 2 semaines. Ensuite, on va le retrouver sur Paris-Nice. Ensuite, on va le retrouver sur les classiques ardennaises et très probablement du coup sur le Tour de France. Matt, est-ce que vraiment le Tour de France doit être vraiment dans la tête de Kevin Vauclin ou est-ce que, vu son programme de début de saison, il y a des vraies chances de performer là, sur les courses par étapes d'une semaine comme Paris-Nice et sur les classiques. Et puis ensuite, le Tour de France, on verra. Mais vu la performance de Vauclin, alors il fait septième du Tour à 22 minutes. Est-ce qu'il doit persévérer dans une construction de son année sur un classement général du Tour de France ou ce serait une erreur selon toi? Ce serait une erreur selon moi et il y a un résultat qui le prouve, c'est sa deuxième place encore une fois sur la Flèche Wallonne pour la deuxième année consécutive. S'il y a bien un pôle qui commence à un peu inquiéter du côté d'Ineos, c'est justement où il vient le combler parce que Papy Kwiatkowski il peut pas combler tout le monde, hein. C'est le pôle des Ardennaises. Alors oui, certes, il y a Oscar Only qui Qui est un bon, super lui puncher, hein. aussi ouais, c'est un puncher de classe mondiale aussi. Où là, voilà, on a deux cartes à jouer sur les Ardennaises. Je pense que ça doit être ça la grosse priorité de Kevin Vauclin, le printemps ardennais. Avec autour, il y a les courses par étapes d'une semaine, hein, où il aime bien les jouer pour le coup. Et il est toujours plus ou moins performant, hein. Bon, j'ai déjà parlé du Tour de Suisse, mais Tirreno Adriatico, il aime bien souvent se tester sur cette épreuve-là. Donc
pourquoi pas jouer, commencer à vraiment passer un cap et plutôt que jouer les accessites et les top 10, cette fois-ci jouer la gagne. Ça peut être un objectif, mais ouais, pour moi, évidemment qu'il aura le Tour de France en tête parce que coureur français, parce que ça a été le gros coureur français qui a été au rendez-vous l'été dernier, si je mets de côté Valentin Paré-Peintre. Moi, je veux pas qu'il persévère, je veux pas qu'il persévère dedans. Voilà, je pense que le parcours l'année dernière était un peu spécial. Il y avait aussi cette espèce de survolonté qu'il incarnait de vouloir sauver à tout prix Arkea. Ça aussi, ça joue beaucoup pour un coureur. Donc ouais, j'ai clairement pas envie qu'il persévère dedans. Pour moi, je reste sur mon fait établi que Kevin Vauquelin est amené à remporter une très très grande classique ardennaise et pourquoi pas évidemment une course par étape d'une semaine. Mais quand on regarde finalement, c'est par exemple si je reprends sa victoire sur le Tour de France, c'était un peu une étape qui se courait comme une classique. Il fait 2 fois de la Flèche Wallonne, 2 fois de manière consécutive. C'est quand même impressionnant. Donc moi j'ai envie qu'il s'axe là-dessus, surtout que comme je l'ai dit, le pôle ardennais, certes il y a eu le recrutement d'Oscar Only, mais c'est un pôle qui est quand même très très vide du côté de la Ineos et il est là pour le combler selon moi. Ouais, Loïc, t'en penses quoi? Finalement, c'est quoi le Tour de France le plus réussi de Kevin Vauquelin? Est-ce que c'est ce Tour 2024 où il n'y a pas de résultat au classement général, mais il y a une magnifique victoire d'étape? Ou est-ce que c'est ce Tour 2025 où on l'a vu tous les jours, on l'a vu vaillant, bataillant, et à la fin, ça finit dans le milieu du top 10? Et est-ce qu'il doit, vers laquelle des deux directions il doit aller selon toi? Je pense que pour le grand public, ils ont plus. Enfin, la victoire d'étape de Kevin Vauquelin, elle est très marquante, mais je pense qu'ils l'ont plus suivi, j'ai l'impression, avec l'histoire d'Arkea et de se battre au classement général. Après, pour moi, c'est quelqu'un qui, là-dessus, je suis Matt, c'est quelqu'un qui a énormément de potentiel sur les courses d'une journée, qui est très très fort. Enfin, la Flèche Wallonne, il arrive deuxième derrière Tadej Pogacar. Il faut regarder le reste de la start list, c'est que des top mondiaux qui sont là, quoi. C'est quelqu'un qui a un potentiel de ouf sur les classiques, qui est super punchy. Tu le voyais aussi sur le début du tour, il suivait les Mathieu Van Der Poel, etc. C'est quelqu'un qui, pour moi, me fait vraiment kiffer, vraiment plus sur les courses d'une seule journée, donc, ou sinon sur les courses d'une semaine. Après, en classement général, en fait, il a un plafond de verre qui est trop bas. C'est-à-dire que c'est pas un pur grimpeur. Il pourra pas gagner un grand tour, je pense pas. Euh, Laissez-le kiffer en gagnant des étapes et en gagnant peut-être des courses d'une semaine. Voilà. Après. Moi, je pense que pour lui, c'est mieux qu'il aille chasser des étapes que d'aller chercher un classement général, un fond de top 10, même si pour la visibilité du public français, ça a l'air d'être plus intéressant d'aller chercher un fond de tiroir de top 10, mais pour moi, il me fait beaucoup plus rêver sur les courses d'une seule journée ou allant chercher des étapes. Après, sur les courses d'une semaine, je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités super intéressantes, qui peut suivre un peu en montagne, plus qu'un peu même vu ce qu'on a vu sur le tour, mais qui a surtout des qualités en contre-la-montre qui sont qui sont très très. Enfin, il est très bon en contre-la-montre avec un matériel qui, je pense, n'était pas exceptionnel chez Arkea. Je pense qu'il va encore plus performer sur les contre-la-montre, surtout qu'il y aura Pipo Ganna, il y aura Tarling pour entre guillemets lui donner des conseils. Je pense que le pôle de performance contre la montre peut vraiment être pas mal chez Ineos. Pour moi, Vauquelin, c'est un espoir plus sur un Paris-Nice. Sur Paris-Nice, il peut être très très bon. C'est une course qui peut bien lui correspondre, avec un parcours qui peut être pas mal pour lui. Voilà, je pense que c'est assez intéressant là-dessus. Bon, voilà, je pense que j'ai dit mon lot sur Kevin Vauquelin, mais j'y crois vraiment aussi. Enfin, j'y crois vraiment sur la course d'une semaine, mais pas en grand tour. Ouais, Poppy et Loïc qui a commencé à en parler. On a vu le parcours qui a été dévoilé de Paris-Nice, hein, un parcours
assez atypique parce que clairement pour les punchers cette année, avec très très peu de montagnes, avec un chrono par équipe, quand on voit les Tarling, les Ghana, les mêmes Vauquelin, les Dorian Godon, Sheffield, tout ça, les purs rouleurs, est-ce que là on n'est pas avec une occasion en or pour Kevin Vauquelin d'enfin peut-être aller claquer pour le cyclisme français une course d'une semaine, et quand on voit l'adversité où il y aura ni Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, est-ce qu'il n'y a pas un truc vraiment à faire là pour Kevin Vauquelin? Ça peut être un parcours qui lui convient parfaitement. Moi, j'adore Kevin Vauclin sur les courses d'une semaine aussi. On se rappelle l'année dernière, c'est sur le Tour de Suisse où il nous fait une super performance et il passe pas loin de la victoire à un chrono près. Mais non, mais clairement le profil de Sparrinis, j'ai presque envie de dire qu'il est taillé pour lui. Il y a ce chrono par équipe justement, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Je pense on est avec dans cette équipe Ineos avec potentiellement la meilleure équipe de chrono en équipe en tout cas, avec, tu l'as dit, un Tarlingana notamment. Euh, et puis derrière, bah voilà, c'est des étapes où finalement il y a assez peu de difficultés, on va dire, majeures qui pourraient vraiment l'handicaper. Il y a il y a une seule arrivée au sommet, mais derrière, c'est vraiment vraiment du parcours puncher qui lui convient parfaitement avec des côtes entre 7 et 8% par exemple sur sa dernière étape. Et puis voilà, ça peut vraiment beaucoup plus lui convenir. Un parcours aussi assez roulant, même dans les étapes un peu plus vallonnées. Donc ouais, clairement, ce Paris-Nice, il peut être vraiment intéressant pour Kevin Vauquelin. Je pense que je serais beaucoup plus satisfait de voir un Kevin Vauquelin actif et je pense que tout le monde le sera, actif sur les courses d'une semaine et même pourquoi pas cibler deux, trois classiques comme une Flèche Wallonne par exemple, plutôt qu'un Kevin Vauquelin en fait focus Tour de France pour au final finir cinquième ou sixième et avec une victoire d'étape quoi. Ça m'emballe un peu moins. Je pense que dans une équipe comme la Ineos maintenant où bah voilà, hein, tu changes de statut, hein, clairement, comparé à Arkea, même si j'adore Arkea, mais tu changes complètement de statut. Et voilà, t'as des opportunités en or qui se glissent là, avec notamment ce parcours parfait pour lui sur Paris-Nice. Donc ouais, je pense que Kevin Vauquelin Paris-Nice, ça va être une affaire à suivre. On aura la réponse d'ici un mois, un petit peu plus, un mois et une semaine quasiment. Donc ouais, si pour moi, j'espère que c'est l'un de ses gros objectifs de la saison. S'il ne le cible pas en gros objectif de cette saison, je pense qu'on sera tous un petit peu déçus, quoi. Ça lui correspond parfaitement. Donc voilà. Après, encore une fois, on ne sait pas ce qui peut se faire au sein de l'équipe Ineos, ni les choix de Kevin Vauquelin, mais je pense que sur les courses d'une semaine, notamment ce Paris-Nice, il peut être extrêmement performant et puis ça lui convient parfaitement. Ouais, Matt, Dorian Godon, on disait que c'est une arrivée assez hypante, c'est vrai qu'il y a un côté sniper. Où est-ce que tu vas l'attendre, toi, cette année, le champion de France, hein, rappelons-le quand même. Je vais l'attendre en complément des coureurs. Enfin, moi, j'attends un trio qui doit se dégager. Axel Laurence, Dorian Godon et Sam Watson. Voilà, c'est un pôle que j'attends beaucoup sur les semi-classiques d'un jour et en tant que même, je vais même rajouter Ben Turner dans ce lot-là. En tant que ouais, sniper de semi-classique et surtout sur les courses d'une semaine, rapporter des victoires. Voilà, je pense que bah, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bah, moi, Axel Laurent, ça n'a pas été exceptionnel la saison dernière. Il y a quelques accessites, il y a des bons résultats. J'ai bien aimé son Tour de France, hein, voilà, je vais pas être difficile avec lui, mais ça a été un petit peu irrégulier. Il y avait parfois des gros résultats sur Liège, sur le Tour du Pays Basque. Je me souviens, il passe vraiment, vraiment pas loin de. Bah, c'est dommage qu'il y ait Benidi, mais bon, tu sens qu'il avait la gagne dans les jambes si Benidi sort pas un numéro exceptionnel ce jour-là. Donc ouais, moi, Dorian Godon, je l'attends en gros sniper et voilà. Pour moi, Dorian Godon, il doit vraiment passer un cap et un peu s'imposer comme le gars que tu redoutes absolument quand il y a un sprint en petit comité. Par exemple, on le sait, sur les courses par étapes d'une semaine où elles sont pas forcément faites pour sprinters, donc Tour de Catalogne, Tour du Pays Basque. Tour de Romandie, voilà, voilà, moi je veux voir Dorian Godon dessus sur les semi-classiques. Voilà, par exemple, moi, l'année dernière, ils ont gagné la Classique à Jaén avec Katko. Bah, pourquoi pas voir Dorian Godon cette année jouer la gagne. Je l'attends vraiment dans ces eaux-là et être vraiment un énorme sniper de rang World Tour cette fois-ci parce que bah
il nous a prouvé qu'il pouvait gagner en World Tour, hein. Je fais écho au Tour de Romandie où il en claque deux. Bah voilà, moi je le vois encore à ce niveau-là et faire beaucoup plus et viser minimum 5 victoires, quoi. Ouais, Loïc, toi aussi, Godon, tu vois, je me dis sur un Giro, par exemple, c'est pas le gars, ou même sur un Tour de France, tu vois, sur des étapes un peu de troisième semaine, c'est pas le gars qui peut surgir et aller te gagner un truc, là. Si, c'est quelqu'un qui a une capacité en sprint de petit comité qui est très bonne. Moi, il m'avait marqué en 2024 justement sur le Tour de Romandie et où il était allé chercher, il me semble, la première vraie étape où il avait surgi sur un beau faux, plus qu'un faux plat montant. C'est quelqu'un qui peut d'accord performer en grand tour, mais je le vois plus performer sur des courses d'une semaine et sur des courses, on va dire, sur le pôle classique. C'est quelque chose dont Ineos avait beaucoup besoin. Hein. Je pense que d'aller performer sur tout type de course. Et son programme, pour l'instant, il me paraît assez logique. Il commence par le Tour de Provence, il fait Fonardèche, Fondrome, après Paris-Nice, le Tour de Catalogne, l'Amstel, la Flèche Wallonne et le Tour de Romandie. Pour l'instant, ça me paraît un très bon programme. C'est sur ces courses-là que je l'attends. Je le vois, j'espère le voir plus gagner parce que c'est pas quelqu'un qui a énormément gagné dans sa carrière. J'espère qu'il va pouvoir évoluer sur un rôle où il va pouvoir gagner un peu plus. D'ailleurs, je comprends vraiment pas pourquoi Decat l'a pas gardé. Il avait tout pour rester chez Decat et pour être un des fers de lance de l'équipe. Bah, tant mieux pour Ineos qui récupère un super coureur et qui a énormément de potentiel. C'est sûr. Les gars, pour avancer, on va peut-être passer sur la partie classique, parce que la question que je vais vous poser, et Poppy, on va commencer par toi. Ineos, j'ai l'impression qu'aussi, ils ont une équipe assez complète. Alors, ils n'ont pas de mecs qui se dégagent, mais ils ont une belle équipe pour briller sur les classiques. Hein. On pense aux classiques flandriennes avec des Ben Turner. Ben Turner, on n'en le cite pas beaucoup, mais l'année dernière, c'est devenu un gros sprinter quand même. Hein. Il tape une étape de la Vuelta devant Philipsen. Ils ont Filippo Ganna, évidemment. Ils ont Magnus Sheffield, Joshua Tarling pour Paris-Roubaix. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a un pôle assez complet. Sur les Ardennaises, bah, il y aura encore une fois des Axel Laurence, des Kevin Vauclin, Oscar Onley. Et puis Milan-San Remo, bah, la question ça va être est-ce que Filippo Ganna, qui était le seul à réussir enfin à suivre l'année dernière les deux monstres, il va pouvoir enfin aller la mettre à son actif. Il y a de quoi faire là sur les classiques pour l'équipe Ineos. Est-ce que tu les vois sortir un résultat quelque part où les monstres vont faire que dans tous les cas ce sera une équipe de deuxième rang? Non, malheureusement sur les classiques, je les vois un peu en deçà. Oui, ils ont une équipe qui est très complète, très forte, avec des profils très intéressants, mais tu vois, Ghana sur Milan-San Remo, je pense que ça va encore reculer un peu plus cette année. Je le vois pas capable d'accrocher les deux monstres. Surtout voilà Pogacar, je pense que Mo là il en peut plus quoi. Genre ça fait 2 3 ans qu'il essaye, je pense qu'il est à cran et il en a marre. Et du coup là je pense qu'il va vraiment tout donner. J'ai du mal à voir Ghana tenir le rythme. Mais t'as une très bonne équipe, hein. Par contre ça c'est super intéressant aussi. Mais voilà ça va être un peu à l'image de ouais, voilà peut-être pas forcément ultra. Enfin on en reparlera mais on en a déjà parlé, pardon, mais tu les vois pas aller chercher des énormes victoires non plus sur les grosses courses, parce qu'il y aura des monstres, mais ils seront pas non plus à la ramasse, quoi. C'est-à-dire, ça sera certainement très intéressant. Tu vois, le résultat peut-être que j'attends le plus, c'est Josh Starling sur Paris-Roubaix. Je, je me dis ça peut être vraiment très intéressant parce que Paris-Roubaix en plus a ce facteur chance. Enfin, on s'entend hein, voilà sur les soucis qu'il peut y avoir, mais parce que je crois que l'année dernière c'est la première fois où il découvre Paris-Roubaix chez les pros. Donc voilà, là, il va y retourner cette année. Ça peut être très intéressant. Tu as parlé aussi de Ben Turner, mais tu as des mecs voilà, comme, je sais pas, Axel Laurence qui sera là aussi. Lorenz de plus, ça peut pourquoi pas être assez intéressant de voir ce que ça peut donner. Voilà, tu apportes aussi des cours un peu plus d'expérience pour ces courses-là, pour te mettre à l'abri, comme des Bob Jungels notamment. Donc, ouais, sur des grosses classiques, je pense que ça va être vraiment compliqué. Sur les monuments, ça va être vraiment compliqué. Mais après, t'as d'autres courses qui sont aussi très intéressantes. On a parlé classique à Rennes, ça peut vraiment être un très bon profil pour une équipe comme Ineos.
Donc voilà, franchement sur les énormes, enfin sur les grosses classiques, ça va être très difficile de concurrencer les mecs comme Remco, Pogačar, même je sais pas, Wout van Aert, Mats Pedersen, etc. Mais je pense que sur des courses où il y a un peu moins de concurrence, Ineos pour moi peut et doit justement sortir sa carte pour aller claquer quelques belles victoires. Loïc, toi aussi, tu penses que ce sera trop limité, ils seront présents, mais dur d'aller chercher un résultat, même un Vauclin sur un Amstel, une flèche, non? En fait, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des monstres actuellement. C'est que la concurrence est tellement rude, c'est compliqué d'aller chercher un résultat. Ils seront présents pour sûr. Enfin, ils sont une équipe qui peut vraiment construire en classique, ce qui n'était pas le cas. Enfin, ce qui a été le cas chez la Sky au tout début, mais là, on retrouve un peu plus ce pôle classique qui peut vraiment performer. Pipo Ganna, enfin, ça me ferait tellement plaisir de le voir aller gagner une classique. Voir un monument, bon, Milan-San Remo, je pense qu'actuellement, ça, comme Poppy le disait, ça devient de plus en plus compliqué. Et il y en a un qui a la cocotte minute qui va bientôt exploser tellement il veut la gagner. Après, enfin, t'as quand même des gigamoteurs. Enfin, sur un Paris-Roubaix avec, enfin, t'as un Tarling, t'as un Pipo Ganna qui sont des moteurs sur pattes, sachant qu'ils peuvent être accompagnés enfin plutôt très bien accompagnés avec les frères Swift qui peuvent les épauler. Enfin, on va dire il y a des leaders, il y a des équipiers qui peuvent performer. Et après sur les Ardennaises ou sur les classiques plus vallonnés, on a oui, on en a parlé. Enfin, Vauclin qui est la grosse carte à jouer, mais après t'as Catio qui peut ramener de l'expérience, il est toujours là et toujours la banane toujours debout. Après, t'as Axel Laurence, moi j'en attends plus, honnêtement. C'est quelqu'un qui a montré beaucoup de potentiel et qui a vraiment un bon punch. Ils ont vraiment tout pour vraiment performer. Donc, j'espère sur les classiques, il y aura forcément des résultats. Je pense que aller chercher une victoire de renom, c'est possible. Et il faut y croire. Et au vu du collectif, moi j'y crois. J'espère vraiment les voir performer et voir leur maillot qui me plaît pas vraiment beaucoup, mais qui pourra aller chercher des résultats, quoi. Je pense ils construisent petit à petit quelque chose de très intéressant. Après, la concurrence est tellement rude. On voit bien la Trek, la Lidl Trek, ils ont un collectif monstre qui est beaucoup plus gros que certaines autres équipes, je trouve, mais ils n'arrivent pas à performer, ils n'arrivent pas à aller chercher des victoires. Donc, Ineos, c'est un peu le mini Trek, on va dire, au niveau de la construction. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais pas forcément, il n'y aura pas forcément de résultats, mais dans quelques années, ce sera très bien. Matt, pour conclure sur les classiques, Ghana, Milan-San Remo, on sait que t'aimes bien ce coureur, ça va le faire ou ça va pas le faire? De toute façon, on a bien compris que c'était son objectif au vu de son pic de forme de l'année dernière qui était vraiment très avancé, hein. On l'a vu au fur et à mesure de l'avancée derrière des classiques flandriennes, il était de plus en plus cramé. Moi, je les vois performer, mais sans titiller la victoire, parce que le seul vraiment qui a la gagne vraiment dans les jambes d'une grosse classique à l'heure actuelle dans cet effectif, c'est Pipo Ganna justement, parce qu'il a une pointe de vitesse qui lui permettrait éventuellement voilà, de concurrencer les meilleurs, hein. Bon, Van Der Poel était au-dessus de lui dans le sprint à San Remo les dernières, mais on l'a vu que Pogacar était resté scotché. Sur les Ardennais, je les vois, hein, ils ont un bel effectif, mais ça reste un effectif jeune, donc je leur donne du crédit. Je les vois performer, mais bon, pas jouer la victoire. Après, à voir, si on a un autre qui peut toujours nous surprendre, c'est Michal Kwiatkowski. Et lui, on ne sait jamais, il est toujours capable de nous en claquer une. L'année dernière, c'est dommage que sur à peu près chaque course au printemps, il tombe et du coup, ça le fait rater presque 6 mois de compétition. Donc, ça a été vraiment regrettable. Mais ouais, Axel Laurence, il y a Axel Laurence, les Kevin Vauclin, les Oscar Only. Je pense que c'est des coureurs qui sont capables d'aller chercher un gros accessite. Est-ce que Vauclin est capable d'aller chercher à nouveau
une triple seconde place sur la Flèche Wallonne, pourquoi pas. Mais je pense que c'est une équipe qu'on va voir, mais rarement dans le petit groupe final pour jouer la gagne. Voilà, c'est pas sur ces terrains-là, honnêtement, que je les vois surperformer, pour être honnête avec toi. Très bien. Et ben les gars, pour finir cette émission, ce que je vous propose, je vais vous lâcher des petites pronos, des petites fire boulettes. On fait comme d'habitude. Si vous dites oui ou non, si vous pensez que ça va se produire ou pas. Est-ce que ça vous va? Let's go. Nickel. Ouais, let's go. Est-ce qu'il y aura un podium sur le Tour de France cette année, au classement général? Non. Très bien. Est-ce qu'il y aura un podium tout simplement sur un grand tour? Et si oui, par qui? Non. Non. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura peut-être un top 5. Mouille-toi, Loïc. Ouais, top 5. Très bien. Après ces 2 victoires sur la tournée australienne, est-ce que Sam Welsford ira chercher une nouvelle victoire au cours de la saison 2026? Ou c'est fini déjà? Non, il part en vacances là. Il a réussi sa saison. Hein. Oui, Faut il dire va aller que c'est chercher une valide, hein. victoire sur un point pro, mais pas plus. Il va aller chercher une victoire, ouais, quand même. Peut-être 2. Ok, très bien. Kevin Vauquelin, les gars, avec ce parcours, avec cette startlist, il va gagner Paris-Nice, évidemment. Il portait l'œil. J'ai le regret de t'informer que non. Ah ouais. Ok. Je le souhaite. Non, mais je c'est le pas je le souhaite souhaite, tellement c'est oui ou non, et on le souhaite tous. Ce serait bien, mais non, quoi. Purée. Non. Moi, je vous Allez, dis, vais pour dire moi, oui, pour le beau jeu. voilà, moi aussi, pour moi, il va enfin nous délivrer, nous les Français, et gagner Paris-Nice. Avec ce parcours, Filippo Ganna, il va gagner Tirreno Adriatico, non? Alors, vu le parcours absolument immonde, oui. Oui. On rappelle, un grand chrono, que des étapes un peu vallonnées, pas de montagne. Vous pouvez dire non. Non, Hein. quand même pas, les gars. Ah Quand même, les gars, non. Il finit deuxième l'année il dernière. finit deuxième avec sur un parcours parcours plus dur qui- l'année dernière. Hein. Ouais, mais il vieillit, vous savez. Ouais. Ah Moi, bah, ça dépend mais non, aussi, je c'est pense. Félix Gall qui va remporter Ah oui. Tirreno. Je sais même pas ce que c'est la Stardate de Tirreno en fait. Oh, Il y a bah, qui il doit y qu'on a- avoir Roglic. Roglic, Il y a quoi, Roglic. Voilà. Il y a Roglic. Matteo Jorgensen. Ah oui, ça c'est dangereux. attention, Ça c'est ouais. dangereux, ça. Et Et il y a Isaac franchement, Del Toro, bien sûr. Et surtout Félix Gall. Voilà, j'aimerais qu'on rappelle Isaac quand Del même. Toro, Ah. c'est très dangereux aussi. Félix Gall. Félix Gall, il va mettre 15 secondes à Ghana sur le chrono, je pense. Non, mais je pense pas qu'il va gagner Tirreno, tu vois, Ghana. Non, en vrai, je pense pas quand même. On annonce Axel Laurence sur la Vuelta. Est-ce qu'il peut claquer une étape? Est-ce qu'il va claquer une étape? Il Oui. va claquer une étape. Et oui. Oui. Allez, vas-y. Qui sera le plus gros scoreur de l'équipe Ineos sur l'année? Dorian En nombre Godon. de victoires Ouais, je En pense. nombre de victoires Ouais, en nombre de victoires, ouais. Steven Arensman. Oh, Ah, j'allais le dire. oh. Poppy. Il va Il faut que je dise quelqu'un de différent alors. Intéressant. tout à fait. Bernal va aller chasser Berne, les étapes. ok. Ah, pour moi, ce sera Ghana quand même. Joshua Tarling, top 10 de Paris-Roubaix. Oui. Ouais. Non. Oui. Oh. Non, trop jeune. Ok. Bon, trop jeune. C'est pareil de Pogacar. Enfin, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Les dernières, il finit 52e. Il fait le moteur, il est carbo à 70 km de l'arrivée. Mais attends, Brennan, il fait combien sur Paris-Roubaix? Ah oui, 44. Ok, il s'est fait défoncer aussi. Magnus Sheffield, il fera soit top 5 d'un monument, soit top 3 d'une course par étape. World Tour. Je t'annonce en exclusivité qu'il fera effectivement podium du Tour de Pologne. Tu te mouilles là. Mais c'est certainement pas top. Certainement pas. Il fait ce top que 3 tu de annonces, Paris-Nice c'est l'année classique. dernière. Hein. Attention. Ouais, non, mais je le vois plus. En fait, Magnus Sheffield a fait un peu une reconversion quand même, je trouve, où maintenant c'est beaucoup plus un coureur un peu chasseur hybride de course par étape que de classique. Donc je le vois beaucoup plus dans ta probabilité sur une course par étape que Du sur coup, une classique. c'est oui ou c'est non? Parce que Alors oui pour une course par étape, non pour une classique. très bien. Je suis d'accord avec Matt. Moi, je pense que ça me paraît quand même Classique. peu probable quand même. Hein. Très bien. Classique, je suis. Hein.
Bah non, mais Carlos Rodriguez, est-ce qu'il lèvera les bras au moins une fois cette saison? Ça marche Oui. pour réclamer un bidon ou pas? Allez, Carlos. Allez, Carlos. Ça marche ou pas? Ah, c'est dur ça. Ah, c'est dur. Ah, c'est dur. Je Ah, non. plaisante. Ouais, moi je pense qu'il peut aller chercher une victoire d'étape sur la Vuelta, tu vois, en fin de saison. Ouais. Même sur le Giro, s'il fait le Giro avec les grosses étapes de montagne, les longs cols, c'est typiquement ce qu'il Ouais. faut. Pas de Vingegaard. Ouais, mais Oh. c'est. Je pense qu'il va jouer le classement général et du coup, il va pas aller chercher des étapes. Ouais. Ben Turner, il claquera un sprint massif devant des très gros noms, au moins un coureur parmi Philipsen, Coy, Milan, Merlier. Non. Non. La bataille est trop intense dans le sprint pour que t'aies des mecs qui laissent passer des victoires face à Ben Turner, tu vois. Ah, il a gagné la voile sur la Vuelta hein, devant Philipsen. Hein. Ouais, mais bon. Ouais. Tu vois, la concurrence, elle est rude quand même. Enfin, genre. Ah, Je puis sais pas. C'était une exception. vraiment Sur la pas Vuelta, loin. c'était quand même une Sur le Giro, exception. Ah, mais sur le Giro, il y a un sprint massif où il finit vraiment pas loin de Coy. Donc, moi, je dis sur un malentendu, sur une course par étape d'une semaine, oui, il en est capable, Ben Turner. Il a une explosivité qui est assez dingue. Il est Oui. hyper grand, très longiligne, en fait. Donc, Je pense que la concurrence sur le sprint, vous vous rendez pas compte, mais cette année, ça va vraiment être énorme. Hein. Je pense que ça va être violent, ouais. Ouais, c'est sûr. Et j'en ai une dernière, les gars. Joshua Tarling battra Remco Evenepoel, soit sur le chrono des mondiaux, soit sur le chrono des championnats d'Europe. Ouah, Ah bah, faut se mouiller. Hein. Ça dépend. Est-ce que si Remco va pas aux Europes, est-ce que ça compte comme si Ouais, alors je partais du. Bah, Joshua Tarling sera soit champion du monde du chrono, soit champion d'Europe du chrono. Bah Europe si Remco il va pas. Ah ben, faut dire oui ou non, parce qu'à la fin de l'année, Loïc, on ressortira tes pronos et on comptera les points. Hein. Ah. Bah oui, allez oui. Je me mouille moi. J'allais dire oui aussi. Eh bah, très bien. Hein. Je sens que Matt, il va dire non. Regarde le oui. ouais, malheureusement, je crois que je vais devoir dire non. Mais je vois bien Remco Non, mais- sortir des Europes, tu vois. Remco fera pas les Europes et puis voilà. Ouais, je pense Ouais. que Remco va en faire un, mais je pense qu'il y en a un qui va être très énervé parce que ça fait des années qu'il est en train de se faire fumer par Remco, c'est Pipo Ganna. Je pense qu'il Ah en oui, a, ça. Ouais, mais. il en a ras-le-bol. Ah bah, Ouais, Ganna, mais bien bon. énervé, encore à l'heure actuelle, il explose Starling quand il veut, où il veut. Ah, On en j'en ai. reparlera en Ah, fin c'est de pas dit saison. ça. Hein. On va en parler pendant la saison. Ouais. On en parlera quand Félix Gall sera champion Oh, d'Europe. Tarling, du il a chrono. 21 ans, hein, donc il est encore très très jeune. Donc effectivement, on Voilà, va c'est lui pour laisser ça le que je temps dis à de. l'instant T. On va Voilà. lui laisser le temps. Et j'en ai une dernière, les gars. Michel Kwiatkowski, il va pas faire grand chose de la saison, même rien faire. Et puis sur une étape de je ne sais quelle course World Tour, il va sortir un résultat de fou et il va gagner une étape sur une course World Tour. Alors moi je le vois gagner sur les classiques. Moi, Donc je oui. le vois gagner une classique, donc oui, aussi. Classique World Tour. Ouais. Ah ouais. Il Ouais. va nous sortir un truc Après, de son ça chapeau. sort le truc Ah de oui, non, mais. la course de Francfort ou la classique de Hambourg. Ou, voilà, enfin, C'est ça. il y a World Tour et World Tour. C'est ça. Hein. Non, moi j'en ai Ah une oui, en mais tête. Moi j'en ai une en tête qui va gagner parce que c'est absolument improbable. C'est la Classica Sanseb. Il l'a déjà gagné. Ouais, c'est 4 en vrai. forme. C'est vrai. Ah, Bah écoutez, on suivra tout ça. En tout cas, voilà, c'est une équipe vraiment qui, je pense, qui nous hype un peu parce que il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de possibilités. En même temps, c'est pas une équipe qui va nous écraser la saison et nous blaser. Donc vraiment, je pense. Et puis il y a pas mal de Français à suivre maintenant. Il y a le champion de France, donc ça va être très très sympa à suivre. Bah écoutez, merci les gars. Voilà, c'était notre dernière émission preview de la saison. Mais oui, ça arrive, la saison va a déjà démarré, et les grosses courses arrivent. Hein, on annonce même pas un duel, un truel Evenepoel, Del Toro et c'est qui est Vingegaard dans une semaine et demie sur l'UAE Tour, la rentrée de Paul Sexas face à des Ayuso par exemple sur le Tour d'Algarve, il va y en avoir du plein partout au mois de février, donc ça y est, c'est parti. Je crois qu'il y a l'étoile de Bessèges là qui démarre demain, ou voilà, c'est ça. Donc et voilà, la saison démarre pour le coup. L'Australie, c'est fini. Place aux courses en Europe, place au retour des plus grands champions. On a déjà eu des shows de Remco Evenepoel. C'est bien, c'est parti. Et c'est bien parti. Je vous rappelle juste, donc, du coup, si vous voulez adhérer à l'association Radio Fringale, c'est sur Hello Asso en description de la vidéo. Évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à la liker sur YouTube parce que ça permet
toujours mieux référencés et ça nous fait super plaisir. Et puis évidemment, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de l'équipe Ineos. Est-ce que c'est un mercato qui est réussi ou au contraire, vous êtes un peu dubitatif? Est-ce qu'ils vont tout casser cette saison? Est-ce qu'ils vont continuer à être plutôt au second rang? Dites-nous tout. Merci les gars. Merci à toi, Titien. Merci à toi. Merci, oui. D'avoir run cette très jolie chronique de preview. Eh ben, tout à fait. Merci beaucoup à vous. Et puis également, bah voilà, si vous voulez suivre le gravel à côté, hein, Romain Bardet, Poppy a trouvé une équipe et on va le suivre toute la saison. Mais oui, là, il faut le soutenir. On est derrière Romain Bardet avec déjà une victoire au compteur. Donc attention, la suite arrive. Préparez-vous. Ça marche. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. À très très bientôt. Et on n'oublie surtout pas de s'alimenter parce que la fringale guette. Ciao tout le monde. Des bisous. Salut les gars. Et allez Romain Bardet.